Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour travailler ensemble sur un cas concret dans Power BI au sujet de l'extraction, la transformation et le chargement de données avec Power Query. Autrement dit, nous allons voir ensemble le processus ETL. E, l'extraction de données, T, la transformation de données, L, le chargement dans le modèle. Et pour cela, nous allons utiliser un dataset car sales. Je vous mettrai en description le lien pour pouvoir télécharger le dataset. Ce jeu de données simule un réseau international de concessionnaires automobiles. Il s'agit d'un dataset qui sera utilisé pour apprendre la modélisation, comprendre les relations entre les tables, pratiquer l'ETL, ainsi que construire des analyses métiers. Ce dataset est structuré en 6 tables, ce qui est idéal pour comprendre la différence entre une table de faits et une table de dimensions, comment structurer un modèle propre, comment nettoyer des données. Je télécharge le fichier en format Excel. Avant même d'ouvrir Power Query, il est essentiel de comprendre ce que représentent ces données. Ce jeu de données simule un réseau de concessionnaires automobiles. Donc, chaque vente est enregistrée dans la table revenus, avec des détails tels que la voiture vendue, le vendeur, des dates. Autrement dit, là, on a les revenus qui contiennent les ventes et les autres tables donnent le contexte. Je vais rapidement ouvrir le fichier Excel téléchargé. Donc, on commence par la table revenu. C'est la table la plus importante du modèle parce qu'elle contient les données qui sont quantitatives. Voici le rôle de chaque colonne. Dealer ID, l'identifiant du concessionnaire. Et quand on voit ID, c'est forcément soit une clé primaire ou soit une clé étrangère. Donc, si c'est une clé étrangère, ça sera une clé vers une autre table. Là, on a modèle ID qui est l'identifiant du modèle. Donc, une clé étrangère. Là, on a une clé étrangère. Là, on a une clé étrangère. On a branch, une clé étrangère, branch ID vers branch. Là, on a une date ID encodée qui est l'identifiant de la date de la vente. On a unit sold qui est le nombre d'unités vendues. Et là, on a le revenu ou le chiffre d'affaires qui a été généré. Donc, dans cette table, on permettra de répondre à la question combien a-t-on vendu, quand en termes de date, où, quel produit ou par qui. Elle ne contient pas tous les détails en termes des détails descriptifs, mais elle va pointer vers les autres tables. La table branch. Elle ne contient aucune valeur mesurable ou elle ne contient aucune mesure quantitative. Elle apporte du contexte aux ventes. Grâce à elle, on peut créer une relation entre branch ID et branch ID de la table revenu. On peut créer une carte de vente par pays parce que là, on a country name. On peut filtrer par branch name. Donc, cette table, elle permet de pouvoir répondre à la question dans quelle structure la vente a-t-elle eu lieu. Si je prends au hasard la table country, bon, je prends la table date. Elle contient date ID qui est une clé primaire utilisée dans revenu. Là, on a la date qui est complète, le mois, l'année, pardon, le mois, le trimestre. Et ensuite, ça, c'est un doublant de date ID. En fait, on a une colonne en double, une colonne qui se répète 2 fois. Si je prends la table dealer qui décrit les concessionnaires, là, on a une colonne principale qui est une clé primaire. On a le nom, on a location ID et location name et country ID. Là, cette table va nous permettre d'analyser les performances par concessionnaire, comparer les villes, créer des cartes dynamiques segmentées par pays. Donc, en gros, on va pouvoir répondre à la question qui a vendu. La table produit. Là, on a
Product ID qui est l'identifiant du constructeur, le nom, donc le nom du constructeur. On a le modèle ID et ensuite le nom du modèle. Cette table permettra d'analyser les ventes par marque, analyser les ventes par modèle. Par exemple, si on veut comparer deux modèles, que ce soit une Mercedes et une BMW, ou créer un top 5 des modèles. Donc, 4 ont vendu, en quelque sorte. Je reviens dans Power Query. Donc, allons-y pour obtenir ces données qui ont été téléchargées. Étant donné que c'est un fichier de type Excel, donc je vais importer les données, donc obtenir les données classeur Excel. Je me connecte. Je les récupère. Là, à gauche, il y a l'option d'affichage et à droite, il y a l'aperçu des données. Donc, si je sélectionne la première table, par exemple, revenu, j'ai l'aperçu de tout ce qui se trouve dans la table revenu. Il y a un point très important, c'est que avant même d'ouvrir Power BI pour faire des visuels, donc tout le travail qui va se faire sous Power BI, il faut savoir que dans chaque projet data, il y a un travail essentiel à faire en amont. Il faut comprendre le métier, comprendre la donnée, comprendre le besoin. Parce qu'en réalité, un rapport n'a de valeur que s'il répond à une vraie question métier, avec des données fiables et bien préparées. Donc, comprendre le besoin métier, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'avant toute chose, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut analyser. Pour qui fait-on ce rapport et quelles décisions le rapport doit aider à prendre. Je vais charger toutes ces tables en même temps. Je les sélectionne, toutes. Ensuite, transformer les données. Les données étant importées dans Power Query, première des choses, on a le volet requête, qui est là situé à gauche de l'écran. Il affiche toutes les requêtes présentes dans le projet Power Query. Donc chaque requête correspond généralement à une table importée, une transformation ou une table calculée. Lorsqu'on travaille avec plusieurs tables ou plusieurs sources de données, ce volet permet de repérer rapidement les différentes tables, de naviguer entre les requêtes et de pouvoir organiser tout son travail. Donc là, je peux créer un groupe que je peux nommer Excel. Et ceci va me permettre de regrouper toutes mes tables qui ont été importées dans un fichier Excel. Donc je les déplace. Comme je peux les sélectionner et les déplacer, je les déplace. Je peux créer un nouveau groupe. On va supposer que j'avais des données qui venaient de SQL Server, des tables qui venaient de SQL Server. Donc là, je crée un dossier SQL Server. Et si j'avais des tables qui venaient de SQL Server, je les mettais tous dans ce dossier. Donc, qui permet de organiser son travail et aussi de comprendre toute la structure globale du projet. Donc là, en gros, on a une vue d'ensemble sur toutes les tables. Et un point important aussi, l'affichage. On trouve plusieurs outils qui permettent de mieux analyser les données directement dans Power Query. Ces outils-là n'ont pas pour objectif de transformer les données. Ils servent plutôt à mieux comprendre les données avant de les transformer. Donc, qu'est-ce qu'on a par exemple ici? On peut retrouver la qualité de données, la distribution de colonnes ou profil de colonnes. On peut obtenir rapidement des informations sur les colonnes. On va commencer pas à pas. Par exemple, la barre de formule, c'est celle-là. Donc, si je la couche, elle permet de comprendre les transformations réalisées. Toute la visualisation derrière chaque clic qui va se faire et aussi se familiariser avec le langage M. Parfois, de modifier directement une transformation. La qualité de données. Je découche et je couche de nouveau. Elle permet d'identifier si les valeurs sont valides, des erreurs ou des vides sur chaque colonne.
Donc, par ici, on peut détecter immédiatement les problèmes dans les données. Par exemple, une colonne qui peut contenir beaucoup de valeurs vides, soit des erreurs de conversion de type. Ici, la distribution des colonnes. Elle permet d'observer les valeurs distinctes, les répétitions ou la fréquence de certaines valeurs. Cela permet de comprendre la structure des données et de détecter les anomalies. Profil colonne. Il fournit des informations statistiques plus détaillées. Selon le type de données, il peut afficher le nombre total de valeurs, les valeurs distinctes, les valeurs vides, les erreurs. Il peut même afficher des valeurs statistiques. Comme si je viens sur la colonne revenu, on a la moyenne, l'écart type, il affiche le minimum et le maximum, même les pairs et les impairs. Donc, cependant, les indicateurs de profilage ne sont pas toujours calculés sur l'ensemble du dataset. Il existe deux modes. Par défaut, Power Query peut analyser uniquement les 1000 premières lignes pour améliorer les performances. Il est possible de demander à Power Query d'analyser toute la table. En bas de la fenêtre Power Query, on peut voir une option comme profilage basé sur les 1000 premières lignes et profilage basé sur l'ensemble du jeu de données. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que les indicateurs de qualité peuvent être calculés sur un échantillon et non sur l'ensemble de données. En réalité, l'analyse ne commence pas toujours directement dans Power Query. Dans un contexte professionnel, la première étape consiste souvent à analyser les données directement à la source. Par exemple, si les données viennent de Snowflake, d'Azure ou d'une quelconque base, donc SQL Server ou toute autre base de données. Cette exploration se fait généralement à l'aide des requêtes SQL. Parce que l'objectif est de comprendre toute la structure et la qualité de données avant même de l'importer dans Power Query. Et toute cette exploration en amont va permettre de comprendre toute la logique métier du modèle de données. Ainsi, lorsqu'on arrive dans Power Query, on n'est plus dans une phase de découverte, mais plutôt dans une phase où on prépare la donnée, on la transforme avec une bonne compréhension du contenu que l'on manipule. À droite, on a les étapes appliquées. Lorsque l'on charge une table dans Power Query, certaines étapes sont souvent créées automatiquement. Les plus fréquentes, on a la source. Elle indique tout simplement d'où viennent les données. La navigation. Lorsque la source contient plusieurs objets, Power Query ajoute souvent une étape navigation. Cette étape indique quel objet a été sélectionné. Donc, automatiquement, il a exécuté aussi une étape et il a modifié le type de données automatiquement. Donc, Power Query a détecté automatiquement le type de données des colonnes. Donc, les étapes appliquées sont exécutées dans l'ordre de haut en bas. Chaque étape dépend de la précédente. C'est pourquoi l'ordre des transformations est importante. On va commencer le traitement de données avec la première table. Je descends la barre de formule. Il faut garder à l'esprit que quand certaines étapes sont créées automatiquement, il faut toujours parfois vérifier s'il n'y a pas d'erreur ou si on ne peut pas améliorer certaines choses. Là, je peux remarquer que l'entête n'a pas été promue comme étant une entête. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Je viens là. J'utilise la première ligne pour les entêtes. Donc, ça se trouve dans l'onglet accueil. Et automatiquement, il a promu la première ligne comme étant entête. Et il a changé automatiquement le type de données. Donc là, on a du texte, on a du texte, on a du texte. On peut remarquer que dans les étapes appliquées, on a deux étapes. On a type modifié à ce niveau et un autre type modifié à ce niveau. Alors, comment moi je peux améliorer cela? Ce que je fais, c'est que je vais supprimer le type 1, l'entête promue, le type modifié aussi à ce stade. Et ce que je veux faire ici, parce qu'il avait juste modifié, le type qui a été modifié, c'était juste sur les colonnes qui n'étaient pas des entêtes. Donc là, je vais utiliser la première ligne pour les entêtes. Ensuite, il a automatiquement modifié les types. Je passe à la table suivante. Il y a toujours ce même problème.
en ce qui concerne l'entête qui n'a pas été promue. Donc j'utilise la première ligne comme étant l'entête. Il modifie automatiquement le type. En ce qui concerne la table date, tout est bon de ce côté. J'ai le type qui est correct. Donc là, j'ai du texte, là, j'ai de la date. Là, j'ai l'année, le mois. J'ai deux colonnes identiques. Date-ID 1 et date-ID. Je vais supprimer une colonne. Pour pouvoir supprimer une colonne, je sélectionne la colonne. Gérer les colonnes. Je clique sur Gérer les colonnes. Il y a l'option Supprimer les colonnes. Donc, il y a Supprimer les colonnes. Là, je vais supprimer la colonne que j'ai sélectionnée. Si je mets Supprimer les autres colonnes, je vais supprimer les colonnes que je n'ai pas sélectionnées. Moi, je supprime les colonnes, celles que j'ai sélectionnées. Et une nouvelle étape s'ajoute dans Étape appliquée. Je passe à la table dealer. Là, on a la même chose. On met Utiliser la première ligne pour les entêtes. Il détecte automatiquement les types. Je vérifie si tout est bon. Donc là, j'ai du texte, du texte, du texte. Oui. Ici, j'ai du texte aussi. Et là, j'ai du texte. La table product. Je peux modifier le nom d'une table, donc de ma requête. Ici, je vois qu'il y a un C avant D, donc je le supprime. Je peux aussi modifier le nom de la colonne si je double-clique dessus. Par contre, je ne peux pas modifier un élément qui se trouve sur une ligne. Mais l'entête, oui. En double-cliquant dessus, je peux modifier. Et moi, je vais le garder ainsi. Je ne vais rien modifier pour ma part. Comme j'ai importé les données directement depuis le fichier Excel téléchargé, j'ai l'apparition de 3 colonnes qui sont vides. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais exactement la même chose. Je sélectionne la ligne. Je peux sélectionner les 3 lignes en même temps, ou même les 2. Bon, là, je vais sélectionner 2. Et qu'est-ce que je fais pour les supprimer? J'ai, comme tout à l'heure, supprimé les autres colonnes. Pardon, supprimer les colonnes, donc supprimer les colonnes sélectionnées. Et j'ai la colonne vide aussi. La colonne 7, je peux rentrer automatiquement, dérouler la barre de formule et venir supprimer automatiquement à l'intérieur. Donc j'ajoute tout simplement colonne 7. Et j'entre. En termes de bonne pratique, c'est que on va supposer, je donne cet exemple pour les 3 colonnes, on va supposer que j'ai par exemple 20 colonnes, j'ai 20 colonnes dans une table et qu'il y a par exemple 6 colonnes qui sont inutiles. Il est préférable de supprimer les 8 colonnes qui sont inutiles en une seule étape. Pourquoi? Cela permet d'avoir une requête qui sera plus lisible et d'éviter de multiplier les transformations. Parce qu'une requête Power Query doit rester claire, logique et aussi facile à comprendre. Ici, j'ai des vides, un pourcentage de 2%. Je mets un profilage sur l'ensemble de jeux de données, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de lignes dans tous les cas. Et de beaucoup de oui. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de lignes dans tous les cas. 277 lignes, j'avais pas besoin de mettre sur l'ensemble de données. Je pouvais rester sur les 1000 lignes parce qu'on n'a que 277. Je peux filtrer aussi pour voir les nuls. Je filtre juste pour voir les nuls qu'il y a sur modèle name for M22. Ne jamais laisser des lignes vides. S'il y a possibilité de pouvoir retrouver le modèle de ce produit avec ce modèle ID, que ce soit avec les équipes métiers. Si je viens de mon fichier Excel sur modèle ID et que je filtre sur for-m22, je pense que c'est ça. Je sélectionne ce qui m'intéresse, là, M22. Si j'avais peut-être la possibilité de pouvoir retrouver le modèle name de ce for M22 là dans mon fichier Excel, je devais le mettre à jour
l'enregistrer et ensuite venir actualiser l'aperçu. Donc l'aperçu de cette colonne, l'aperçu de cette table, pardon, pour pouvoir visualiser les modifications qui ont été apportées depuis la source. Donc là, j'ai filtré dans étape appliquée, mais cette étape, elle n'est pas nécessaire puisque moi, je suis censé charger dans mon modèle ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, ce n'est pas les filtres sur la colonne modèle name où il y a des valeurs nulles, mais plutôt sur toute la table. Donc je supprime ligne filtrée dans étape appliquée. Une chose importante que j'ai remarqué, je reviens là-dessus, dans Country, je remarque là qu'on a 246 distincts sur 226 uniques. Et là, pareil, on a 244 distincts sur 222 uniques. Ce qui signifie par exemple ici qu'il y a au moins 20 ID qui apparaissent plus d'une fois. Et là, on peut au moins avoir 22, environ 20, 22, qui apparaissent plus d'une fois. Ce qui signifie, c'est que dans cette table, il y a des doublons. Quand je parlais de la partie exploration qui devrait se faire normalement depuis la source, si je reviens dans le fichier, dans la feuille, dans le fichier Excel, j'enlève le filtre, je viens sur la table Product, ah non, c'est la table Country. Si je remonte et que je sélectionne tout et que je vais dans Données, supprimer le doublon, il y a 20 valeurs dupliquées qui ont été trouvées et supprimées. Donc on avait des doublons dans cette table. Pour supprimer les doublons, je sélectionne les deux colonnes. Je vais dans Réduire les lignes. Il y a Supprimer les lignes et supprimer les doublons. Sur les autres tables, je n'ai pas de doublons. Étant donné que je n'ai que peu de colonnes, je peux remarquer automatiquement qu'il n'y a pas de doublons. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, après le type modifié, je supprime les doublons. Donc, par exemple, là, si j'avais des doublons, ce que je devais faire, c'est qu'après le type modifié, je devais supprimer des doublons. Je viens sur la table revenu, la dernière, celle qui me reste. Qu'est-ce que je peux faire avec cette table? Il faut savoir que Power Query ne sert pas seulement à nettoyer les données. Il peut également être utilisé pour pouvoir enrichir les données. Exemple, je peux parler du prix unitaire d'une voiture qui va permettre d'analyser le prix moyen par voiture. Donc, ce que je fais, c'est que je vais ajouter une colonne personnalisée. Comment vais-je l'appeler? Unit Price. Là, j'ai la formule de colonne personnalisée. Ça sera égal au revenu divisé par le unit solde. Cela permettra d'analyser le prix moyen par voiture. Le type, je vais le mettre en décimale. Quelle nouvelle variable à partir des données existantes que je peux encore ajouter? Par exemple, le nom complet du modèle. Là, j'ai modèle ID, product name, modèle ID. Donc, je pense que c'est dans la table product. Oui, j'ai product name et product ID. Product ID, product name et modèle name. Oui. Donc, je vais faire une concaténation entre product name et modèle name. Pour ce faire, je vais dans colonne personnalisée. Le nom complet, je vais le mettre je vais mettre full name. Donc, j'ai product name, le et commercial et modèle name. Ce qui va donner, je vais juste mettre un espace. Donc là,
J'ai une concaténation entre product name et model name qui va faire un full name. Bon, je l'ai nommé ainsi. De quoi j'ai encore besoin? Je peux catégoriser les ventes aussi en fonction du revenu. Donc du plus petit revenu au plus grand revenu. Je suis toujours dans ajouter une colonne. Cette fois-ci, je vais aller dans colonne conditionnelle. Comment vais-je nommer cette table? Je vais l'appeler catégorie vente. Je le mets en anglais, ça va faire sales catégorie. Ou j'écris tout simplement sales 4. Avant tout, je vais essayer de voir le prix, le min et le max sur cette colonne revenu. Je viens dans affichage, profil de colonne. $140 000 sur le min. Et sur le max, on est sur 29 millions. Je reviens sur ajouter une colonne conditionnelle, sales. Nom de la colonne, c'est sur la colonne revenu. Donc, si la colonne revenu est inférieure à, je vais mettre 10 millions environ, oui. 1, 2, 3, 4, 7. La sortie, petite vente. J'ajoute une clause, toujours revenu. Ici, inférieur à. La sortie, je mets vente aux moyennes. Et toutes les autres valeurs, ça sera de la grande vente. OK. Point important aussi, là j'ai une date ID au lieu d'avoir une date. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais ramener la date se trouvant dans date qui correspond à date ID dans revenu. Et pour le faire, je vais utiliser combiner ou fusionner des requêtes. Dans Power Query, combiner et fusionner les requêtes sont liées, mais ce n'est pas exactement la même logique. Donc fusionner une requête, c'est rapprocher les tables d'une façon horizontale. En pratique, moi ce que je veux faire, c'est que je veux faire une fusion pour récupérer dans la table date et récupérer la date en fonction la date qui correspond à date ID et la ramener dans la table revenu. Donc je viens donc combiner, fusionner des requêtes. On l'utilise quand on veut enrichir une table avec une clé commune afin de récupérer les colonnes d'une autre table. Je reviens dans fusionner des requêtes. Ensuite, je vais sélectionner la clé commune. Je garde mon contrôle. C'est plutôt date ID. Et là, on a une correspondance exacte. Non, la sélection correspond à 1856D, 1856 lignes de la première table. OK. Et là, je viens sur le petit truc qu'il affiche là. Je clique dessus. Et il m'affiche toutes les colonnes que je veux renvoyer. En fait, j'ai une sélection des colonnes que je veux renvoyer dans la table revenu en fonction de date ID. Tout ce dont moi j'ai besoin, c'est la colonne date. Et je vais l'exécuter. Je peux renommer cette colonne. Et techniquement, là, j'ai plus vraiment besoin de date ID. Je peux supprimer cette colonne. En ce qui concerne les différentes étapes, là j'ai type modifié 1, là j'ai type modifié 2. Ce que je veux faire, c'est que je vais enlever le type modifié 1. Il faut savoir une petite chose, c'est qu'il y a une nuance qui est très importante. C'est que si je fais certaines opérations qui dépendent d'un type, il faut parfois changer de type avant. Maintenant, si le typage n'est pas nécessaire immédiatement, je peux attendre et faire un seul typage au final. Moi,
Je vais retirer le type là, retirer celui-là aussi. Comme ça, ce que je veux faire, c'est que je vais garder un seul type. Je vais le mettre ici. Donc, ici, je vais l'appeler date. Ce que moi, je veux modifier, c'est lui, il est du texte. Et lui, je vais mettre nombre décimal. J'ai commis une erreur ici. Je l'ai appelé. Donc, juste le P là qu'il faut que j'ajoute. Et là, il faut que je remplace là. P. Et normalement, on est bon. Il faut garder à l'esprit concernant les différentes étapes appliquées, parce qu'il y a l'ordre d'exécution là-dessus, qu'il faut regrouper une étape dans une étape unique appliquée donc dans le flux de transformation afin d'améliorer la lisibilité de la requête et d'éviter la multiplication d'étapes redondantes. Et en ce qui concerne le type modifié, il faut toujours vérifier qu'aucune étape suivante ne dépende d'un type avant, car certaines étapes intermédiaires peuvent s'appuyer sur ce type. Aussi une manipulation intéressante concernant le fait de fractionner une colonne. Par exemple, si je viens sur la table date, sur la colonne date, pardon, je vais enlever le profil colonne. Sur la colonne date, le clic droit, je duplique la colonne. Ensuite, dans l'onglet accueil, j'ai fractionné la colonne. Je peux fractionner une colonne par délimiteur, que ce soit par nombre de caractères, par position. Par exemple, là, si je prends un exemple par délimiteur, je peux sélectionner ou entrer un délimiteur. Tu deux points, virgule, signe, signe égal, point, virgule. Là, par exemple, si je veux délimiter la date pour avoir l'année, là, j'ai mis un délimiteur plus à droite. Je peux, là, si je mets chaque occurrence du délimiteur, là, il va tout délimiter. Donc là, j'ai le mois, l'année, le jour, pardon, le mois, ensuite l'année. Bon, j'ai pas besoin de tout ça, moi. Donc, je vais retirer toutes ces étapes. On pourra voir prochainement dans une vidéo qui sera dédiée sur l'utilisation de certains manips comme dépivoter des colonnes, dépivoter les autres colonnes. Mon enrichissement des données étant terminé, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais fermer et appliquer, donc charger tout ça. Je te laisse t'abonner si tu veux continuer ce parcours Power BI avec moi, cette formation qui est disponible dans la playlist formation Power BI. Et on se retrouve dans la suite où on parlera de la table de date. Comment la créer, comment marquer une table de date.